Quand on refuse, on dit non. Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous continuons toujours notre saga Amadou Kourouma avec le chapitre 2 du roman Quand on refuse, on dit non. Chapitre 2, première partie. Le couvre-feu avait été décrété de 18h à 6h du matin dans la ville de criminels et de barbares d'Aloa. Dès sa levée, je faisais piller la route avec Fanta. Je voyageais avec Fanta. C'était le lendemain matin d'une guerre tribale barbare. Toutes les routes étaient encombrées de réfugiés fuyant la ville comme s'il y avait la peste. La route que nous suivons était noire de réfugiés pressés comme des diarrhéiques. Ils n'avaient pas comme nous attendu la levée du couvre-feu pour se mettre en route. Curieusement, dès la sortie de la ville, nous avons rencontré des réfugiés venant en sens contraire, allant d'où nous venions. Voilà, au nom du miséricordieux. C'était toute la Côte d'Ivoire qui était sur les routes comme une bande de magnons, grosses fourmis noires qui se dispersent quand on met le pied sur la bande. Surtout les femmes. Elles portaient toutes sur la tête un plat émaillé ou un seau en plastique. Ça contenait des pagnes empilées et d'autres maigres objets personnels qu'elles avaient pu sauver à la rate. Elles étaient suivies par leurs enfants en bas âge et certaines avaient au dos serré fortement dans un pagne leur dernier né, bébé. Les bébés piaillaient comme des oiseaux pris au piège. C'était bien fait pour le peuple ivoirien. Ils goûtaient ce que vivait le peuple libérien depuis 5 ans. Les politiciens ivoiriens aidaient ces criminels de voyous, de chefs de guerre libériens. J'ai demandé à Fanta si c'était mérité pour le peuple ivoirien. Elle a répondu: « Mon père, ton maître Youssouf a dit que l'omniprésent au ciel, Allah n'agit jamais sans raison. Toute épreuve pour un peuple ou bien sert à purger des fautes ou bien signifie la promesse d'un immense bonheur. Ce bonheur immense pour le peuple ivoirien pourrait être simplement la démocratie. La démocratie est l'abaissement des passions, la tolérance de l'autre. » Ainsi avait-elle conclu avec un sourire que j'aurais voulu boire. Je n'avais rien compris sur place, mais ce qu'elle disait devait être vrai parce qu'elle était vraiment belle. Vraiment, elle était intelligente. Voilà, au nom d'Allah. Pour le voyage, Fanta avait attaché ses cheveux dans un mouchoir de tête, un foulard enroulé. Elle portait un boubou très large et des tennis aux pieds. Sous le boubou, elle s'était habillée en garçon avec des culottes courtes. 2 culottes enfilées l'une sur l'autre. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'elle avait peur de se faire violer et j'ai regretté ce que je lui avais dit sur mes exploits dans le pays barbare du Libéria. Je l'ai tout de suite rassurée et je lui ai dit: « Moi, je violais les filles au Libéria, mais pas ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les filles ne se droguent pas comme au Libéria. » Elle n'a rien répondu. Elle paraissait toujours méfiante. Elle avait au dos un sac Touareg. Une semaine avant que les jeunes militants bêtés l'avaient enlevé et zigouillé, fusillé, Youssouf le père avait emmené Fanta, sa fille, au fond de sa chambre. Il lui avait montré un vieux calage qu'il venait d'acquérir auprès de Libériens de passage. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce temps et ce pays de fous, avait-il annoncé prophétique et sentencieux. Il avait caché l'âme dans les livres de la grande cantine. Hier soir, Fanta était allée chercher le kalash. On a longuement discuté sur le point de savoir qui de nous deux devait porter l'âme. Toujours méfiante à mon endroit, elle craignait de se faire violer. Elle tenait à cacher l'âme sous son large boubou de femme. Moi, j'aurais le sac de bagages de Touareg sur le dos. Je lui ai encore répété que je n'avais jamais violé en Côte d'Ivoire. Elle pouvait me faire confiance. Je savais mieux qu'elle manipuler le kalash. C'était moi qui devais l'avoir à portée de main. Fermement, je conclus que je ne l'accompagnerais pas si je ne portais pas l'âme. Et comment pourras-tu cacher le kalash avec ta chemise et ta culotte courte? Me demanda-t-elle. Fermement, je lui répondis à nouveau que je ne serais pas du voyage si je n'avais pas d'âme. Elle s'était arrêtée un instant pour réfléchir et brusquement, elle était repartie vers la maison de son père. Elle en était revenue avec un vieux tafla, boubou d'une seule pièce avec des manches longues et larges. J'ai enfilé tout de suite le tafla. Il balayait le sol, mes bras et mes mains se perdaient dans les manches. Je ne pus m'empêcher de sourire et de lui avouer que c'était ce qu'il me fallait pour cacher l'âme.
C'est bien, très bien. Je ressemble ainsi à un petit djoula ayant fui l'école coranique et demandant l'aumône, avais-je ajouté. En effet, je ressemblais à un malheureux enfant foutu perdu dans le boubou trop large pour lui. J'inspirais la pitié, un vrai enfant de la rue à qui tout le monde donnerait l'aumône sans hésiter. Personne ne pouvait soupçonner que je cachais une arme. Je suivais. J'étais collée à Fanta et dans le flot de réfugiés, elle passait pour ma mère ou ma grande sœur. Nous avons intégré le flot montant vers le nord. Le soleil commençait à se lever. Le flot de réfugiés s'épaississait. Parmi ceux qui se joignaient à la colonne, il y avait quelques blessés. Ils protégeaient leurs lésions par des morceaux de pagne de différentes couleurs. De temps en temps, au-dessus des colonnes, se levaient des pleurs fatigués et qui avaient faim. Voilà, hey, au nom du Tout-Puissant. Nous étions maintenant loin de la ville, à peu près à 10 kilomètres. Fanta paraissait rassurée. Ici, en pleine forêt, nous n'avons pas à craindre des escadrons de la mort ou des jeunes militants FPI, a-t-elle dit. Elle a commencé par m'annoncer quelque chose de merveilleux. Pendant notre voyage, elle allait me faire tout le programme de géographie et d'histoire de la Medersa. J'apprendrai le programme d'histoire et de géographie du CEP, du brevet du bac. Je serai instruit comme un bachelier. Je connaîtrai la Côte d'Ivoire comme l'intérieur de la case de ma mère. Je comprendrai les raisons et les origines du conflit tribal qui crée des charniers partout en Côte d'Ivoire. Ces charniers qui apportent de l'humus au sol ivoirien. Et elle a commencé. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire est appelé conflit tribal parce que c'est un affrontement entre des nègres indigènes babas d'Afrique. Quand les Européens se combattent, ça s'appelle une guerre de civilisation. Dans une guerre, il y a beaucoup d'armes, beaucoup de destruction matérielle avec des avions et des canons, mais moins de morts, peu de charniers. Dans les guerres de civilisation, les gens ne meurent pas comme dans les conflits tribaux. Tribaux, pluriel de tribal. Dans les conflits tribaux, les enfants, les femmes, les vieillards meurent comme des mouches. Dans une guerre, les adversaires tiennent comme des droits de l'homme de la Convention, tiennent compte des droits de l'homme de la Convention de Genève. Dans un conflit tribal, on tue tout homme qui se trouve en face. On se contrebalance du reste comme de son premier cache-sexe. La géographie d'un pays comme la Côte d'Ivoire comprend son milieu naturel, sa population et son économie, me dit Fanta avec son large sourire de miel. De miel parce que j'avais envie de tout boire. Elle a commencé par me demander si je savais les raisons pour lesquelles il n'y avait que de très rares descendants d'esclaves noirs ivoiriens aux États-Unis, au Brésil et dans les Antilles. Je lui répondis que j'étais ignorant comme la queue d'un âne. J'avais arrêté mon école au cours élémentaire 2. Je n'avais pas étudié l'orthographe, le calcul, la géographie ni l'histoire, et que je comptais sur elle pour devenir fortiche dans toutes ces matières savantes. Elle s'arrêta et répondit à sa propre question savante en m'apprenant la géographie de la Côte d'Ivoire. La côte ivoirienne était appelée la côte des Mal-gens par les marchands d'esclaves à cause de l'inhospitalité des habitants. Ils n'osaient pas s'y aventurer de peur de s'y faire manger par des anthropophages. C'était vrai. Les côtiers de l'époque aimaient la chair des Blancs. En même temps, c'était un prétexte. Le singe taxe de pourrir le fruit du figuier sur lequel il ne peut mettre la main. Ce n'est pas seulement à cause des anthropophages que les marchands de bois d'ébène, c'est ainsi qu'on les appelait, se sont éloignés des côtes ivoiriennes, mais aussi à cause de l'inaccessibilité des côtes. La Côte d'Ivoire a été protégée par l'inaccessibilité de ses côtes. La Côte d'Ivoire est un pays de 322 000 km² derrière une côte inaccessible. C'est à cause de l'inaccessibilité des côtes que la colonisation du pays a été si tardive. J'ai dit à Fanta qu'avec mes dictionnaires, je pourrais tout comprendre. Mais comment conserver tout ce qu'elle dirait? Je me suis directement adressée à Fanta. Comment faire pour retenir tout ce que tu diras? Ai-je demandé. Elle s'arrêta au milieu de la route, décrocha le sac Touareg de son épaule et le fouilla longtemps. Elle en sortit d'abord un peigne, puis une petite bouteille de parfum, puis d'autres objets et enfin un petit magnétophone. Elle me le tendit. Avec ça, tu pourras enregistrer nos conversations au cours du voyage. Je pris le petit appareil. J'étais content et je le mis tout de suite en marche. Pour revenir à ce que tu viens de dire, commençai-je en parlant dans l'appareil.
Avant la colonisation, les Blancs n'osaient pas mettre le pied en Côte d'Ivoire. S'ils le faisaient tout de suite, on les attrapait et on les braisait, grillait, comme font les mamies, les matrones qui braisent les beefsteaks devant les discothèques de nuit le samedi soir à Daloa. J'ai compris pourquoi on ne rencontrait jamais d'Américains noirs parlant bété ou agni ou sénoufo. Oui, c'est à peu près cela, conclut Fanta. Et aussitôt, elle reprit ses leçons et commença à évoquer le milieu naturel ivoirien. La moitié inférieure du pays est occupée par la zone forestière tandis que les savanes septentrionales font la transition avec les pays du Sahel. L'exploitation de la forêt et sa destruction par des cultures d'exportation ont fait disparaître une importante partie du couvert originel et déjà commencent à apparaître des indices de désertification dans la savane. Et moi, j'ai déclaré pour montrer ce que j'avais compris. Moi, avec mes dictionnaires, je pige tout. Pour le moment, je dis aux exploitants forestiers, si vous ne faites pas gaffe des régions comme celle de Bundiali à l'extrême nord, vont devenir un arbre de Ténéré au Niger, un arbre qui a résisté au désert des siècles et des siècles dans le profond désert. Et Fanta de reprendre ses leçons. Le climat est tropical avec 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches au sud, tandis que dans la partie septentrionale du pays sévit le climat de type soudanais, une saison humide et une longue saison sèche. Dans la partie orientale du littoral, à la frontière du Ghana, s'étendent de vastes lagunes dans lesquelles se déversent des fleuves les plus importants de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette zone lagunaire que se situe Abidjan, la capitale économique avec 4 millions d'habitants et la presque totalité des industries du pays. La côte se présente rocheuse à la frontière du Libéria. À l'ouest, le massif de Mont atteint 1190 mètres pour le mont Tonkui et culmine avec 1800 mètres pour les monts Nemba. De nombreux fleuves et rivières descendent du nord au sud. Les plus importants sont la Komoé, le Bandama et le Sassandra qui prennent leur source sur les hauts plateaux du nord du pays. Le Cavalier fait la frontière avec le Libéria. Moi, je ne connais pas Abidjan, je suis un petit broussard. Il paraît que là-bas, on voit dans les rues des Blancs aux chaussures trouées comme des sauvages de la savane. Mais je connais le Cavalier de la frontière libérienne. Là-bas, j'ai zigouillé des populations innocentes sur ses rivages. Fanta s'arrêta. Elle en avait fini avec la géographie physique de la Côte d'Ivoire. Elle déclara. C'était un pays plein d'hommes sages jusqu'au 19 septembre. Le 19 septembre, les Ivoiriens, pris par le sentiment du tribalisme, se sont mis à se zigouiller comme des fauves et tous les jours à creuser et remplir des charniers. Mais les charniers font de l'humus qui devient du terreau qui est bon pour le sol ivoirien. Comme tu le dis, petit Biraïma. Elle parla ensuite de la population ivoirienne. C'est le deuxième chapitre à connaître après le milieu naturel et la géographie. La Côte d'Ivoire a une population de 15,5 millions, avec une moyenne de 47 habitants au kilomètre carré. Mais cette population est mal repartie, faible au nord et forte au sud. Comme tous les pays sous-développés, la Côte d'Ivoire connaît une forte urbanisation. La densité est très forte au sud-est avec Abidjan, la capitale qui avait 200 000 habitants en 1960 et qui, aujourd'hui, en compte 4 millions. La deuxième ville est Bouaké où nous nous rendons. Bouaké compte 500 000 habitants. Cette population, comme dans tous les pays sous-développés, est très jeune, avec 42% de moins de 35 ans. La population continue à s'accroître au taux de 2% par an. Cet accroissement est en baisse. Il était de 5% vers les années 60. La diminution de l'accroissement provient d'abord d'une baisse de la natalité qui, de 50% vers 1990, est tombée à 37% vers les années 2000. Moi, j'ai compris pourquoi on voyait partout des enfants des rues en train de tout chaparder. Et pourquoi on ne trouvait parmi les morts des charniers que très peu de vieillards aux cheveux blancs. Les vieux sont tous morts et enterrés au village depuis longtemps. Bien longtemps malgré les danses et les transes des guérisseurs et des sorciers menteurs et voleurs. J'ai compris aussi, et je vais le vérifier avec mes dictionnaires, que les Ivoiriens ne font plus l'amour comme avant.
Ils font tous l'amour avec des capotes anglaises. C'est le sida qui veut ça. Toutes les ONG viennent de France avec des bateaux pleins de capotes anglaises. Partout en Côte d'Ivoire, on trouve des capotes. Ça permet de faire l'amour sans faire des chiers d'enfants morveux. C'est déjà un progrès. Mais le ralentissement de la progression vient surtout d'une diminution du solde migratoire. En effet, l'accroissement de la population ivoirienne est dû surtout à une migration en provenance des États du Nord et de l'Ouest et surtout du Burkina Faso. Le tarissement récent du solde migratoire est la conséquence de la crise économique que subissent tous les États africains. Ça, j'ai compris. C'est le problème des Dioula. Ils viennent du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Sénégal et du Ghana. Quand la Côte d'Ivoire carburait fonctionnait, comme les locomotives des trains du RAN, réseau Abidjan-Niger, ils venaient de partout, ils venaient comme des sauterelles. Maintenant, ils viennent de moins en moins en Côte d'Ivoire. Ils montent avec beaucoup d'Ivoiriens en Italie et en France pour devenir des sans-papiers. Mais tous n'atteignent pas les côtes françaises et italiennes. Beaucoup crèvent par noyade après le naufrage dans la Méditerranée des bateaux des passeurs clandestins et criminels. Faforo, culte de mon papa. Le troisième aspect de la géographie après le milieu naturel et la population est l'économie de la Côte d'Ivoire. Les richesses du pays proviennent presque en totalité du sud. Le cacao dont le pays est le premier exportateur, le café, la banane, l'ananas, les veillas sont cultivés au sud. C'est au sud qu'on exploite le bois. Les industries de transformation sont implantées autour d'Abidjan au sud. Le nord et le centre produisent du coton et de la canne à sucre et ont des industries de transformation afférentes à ces matières premières. Dans tout le pays se cultivent des plantes vivrières. Moi, quand on parle de plantes vivrières, ça me rappelle le riz sauce graine que ma grand-mère me faisait réserver dans un petit plat au fond de sa case. Cette remarque arracha un sourire à Fanta et nous nous mîmes à rire tous les deux. L'économie de la Côte d'Ivoire a été florissante pendant les 2 décennies qui ont suivi l'indépendance avec des taux de croissance de plus de 6%. Cette exceptionnelle croissance de l'économie a marqué le pays dans tous les domaines, tant du point de vue de l'équipement, de la croissance de la population, de l'évolution de la société ivoirienne et même du comportement de l'individu ivoirien. Ces années d'or étaient dues à plusieurs facteurs favorables. La bonne conjoncture internationale, la politique libérale de Houphouët-Boigny qui a attiré une main-d'œuvre abondante et de qualité rebutée par les expériences socialistes tentées au Ghana, au Bénin, en Guinée et au Mali et au dynamisme du gouvernement de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a su accompagner la croissance par des créations originales comme la caisse de stabilisation, commercialisation des produits d'exportation, le budget spécial d'investissement, la caisse autonome d'investissement, les SODE, sociétés publiques chargées de développer telle ou telle production. Tout cela n'était plus qu'un lointain souvenir vers les années 90 lors de la disparition du patriarche. La conjoncture internationale s'était renversée, des initiatives malheureuses avaient été tentées et la corruption avait tout gangrené. Comme je ne comprenais rien à rien, Fanta s'est arrêté et m'a donné de longues explications. Pendant la période d'or de la Côte d'Ivoire, le directeur de la caisse de stabilisation envoyait chaque matin à la présidence 3 sacs d'argent. Lui, 3 gros sacs pleins d'argent pour les largesses de Houphouët. Et chaque jour, avant le coucher du soleil, les 3 sacs étaient entièrement distribués à des visiteurs et des quémandeurs venus de partout. Houphouët croyait que l'argent ivoirien ne pouvait pas s'épuiser. Quand commença la mauvaise conjoncture un matin, le directeur de la caisse ne put offrir les 3 sacs. Embarrassé, avec beaucoup de tact, le directeur décida d'en informer le président. Malgré de minutieuses précautions, à l'annonce de cette information, Houphouët entra dans une colère rageuse, cria si fort après le directeur que le pauvre tomba sur place, victime d'un arrêt du cœur. C'était une façon d'utiliser les richesses de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai compris avec l'aide de mes dictionnaires que le président Houphouët avait été généreux sur terre. Il sera récompensé par Allah au jour du jugement dernier. Il sera sauvé par l'aumône faite avec l'argent de la Côte d'Ivoire.
Le reste, je ne l'ai pas compris. Parce que mon école n'était pas allée loin et parce que je ne suis pas très intelligent. Je comprendrai quand je serai prêt pour le brevet pour le brevet et le bac. De toute façon, je m'en foutais de comprendre de tout piger. Maintenant ou plus tard, ce qui comptait, c'était de me trouver avec Fanta et de l'entendre parler. Le soleil commençait à décliner. Il nous fallait trouver un lieu où roupiller pendant la nuit. Nous voilà arrivés au bord de la route à hauteur d'une femme, Djoula, et de ses enfants en train de suivre le défilé des réfugiés. Fanta la salua en Djoula. La femme répondit avec chaleur et spontanément nous demandant de la suivre dans son campement à 500 mètres de la route. Arrivée dans la plantation, elle nous offrit le gobelet d'eau fraîche et de bienvenue et la conversation s'engagea avec Fanta. Comme c'était bientôt le soir, la femme nous proposa le gîte. Nous l'avons accepté avec empressement. Moi, j'étais content. Je me suis mis à regarder la femme des pieds au mouchoir de tête. Rien à faire, elle était pleine de bonté. Elle nous a indiqué notre chambre et s'est mise à chauffer de l'eau pour notre douche. Nous nous sommes douchés et aussitôt après, le chef de famille a récité l'appel à la prière. Nous nous sommes installés sur les nattes de l'hôtesse que l'hôtesse avait étendues devant la porte de la maison. Fanta et l'hôtesse sur une natte un peu en retrait. Le chef de famille qui dirigeait la prière sur une peau de mouton en vue devant. Nous avons fait une prière de supplication à Allah. Le soir, après le repas, pris avec toute la petite famille, la conversation se poursuivit. La femme voulait savoir si nous avions vu Sidiki à Daloa. Sidiki était le premier fils de la généreuse femme. Elle nous fit la description de Sidiki. Il était grand, toujours poli, portait toujours un chapeau mou et il avait travaillé d'abord comme boy chez un blanc très gentil. Quand celui-ci était parti, Sidiki avait été embauché par un docteur noir baoulé, très gentil qui l'avait accompagné une fois jusqu'ici au campement. Le docteur était médecin à l'hôpital. Fanta expliqua qu'après leur victoire, les loyalistes avaient réuni beaucoup de Djoula et les avaient fusillés. Daloa était une grande ville. On ne pouvait pas connaître tout le monde. Fanta n'avait pas vu Sidiki. Notre généreuse hôtesse éclata en sanglots. Elle ne pouvait pas se résoudre à la réalité. Fanta n'avait pas reconnu Sidiki et donc, elle pensait qu'elle ne l'avait pas vu. La femme reprit la description de Sidiki et de son patron. Elle expliqua qu'elle avait vu un devin. Le devin l'avait rassuré que Sidiki se portait bien et elle ne comprenait pas pourquoi Fanta ne l'avait pas vu. Fanta répéta ce qu'elle avait dit. La femme éclata en sanglots de plus belle. Elle se mit à pleurer comme une source pendant la saison des pluies. Comme un enfant pourri, son mari fut obligé de la prendre par la main et de la conduire dans la chambre. Nous aussi, nous sommes allés nous coucher. Le matin, la femme frappa à notre porte pour nous réveiller. L'eau chaude fut servie derrière la case. Nous nous sommes douchés l'un après l'autre. Fanta la première. Ensuite, ce fut la prière en commun et la bouillie de riz comme petit déjeuner. Nous avons pris le petit déjeuner avec toute la famille et vint l'heure de quitter le campement, de poursuivre notre chemin vers le nord. Notre pied la route. Fanta voulut remercier la généreuse hôtesse, elle n'acceptait pas nos remerciements. Elle avait agi pour Sidiki parce que nous avions vu Sidiki, parce que nous étions des amis de Sidiki. Elle éclata de nouveau en sanglots. Moi, je n'ai rien compris. Fanta avait dit à la femme que nous n'avions ni vu ni connu son fichu Sidiki de fils. Rien à faire. Elle continua à pleurer comme un enfant pourri, un veau. Comme si les larmes pouvaient se ressusciter son fichu fils s'il avait été zigouillé par les loyalistes. Faforo, gros bangala de mon géniteur. La route était dégagée. De loin en loin, on voyait un réfugié, généralement une femme avec un seau de plastique sur la tête et suivi par un enfant. Fanta commença à m'enseigner l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne connaît pas avec précision l'histoire paléolithique du pays, pourtant, le peuplement du pays a une importance majeure dans le conflit actuel, à cause de l'ivoirité. L'ivoirité signifie l'ethnie qui a occupé l'espace ivoirien avant les autres. Tous les Ivoiriens semblent d'accord sur un point. Les premiers des premiers habitants du pays furent les Pygmées, du sud au nord.
De l'est à l'ouest, lorsqu'on demande à des vieux à qui appartient la terre, la réponse est toujours la même. De petits hommes au teint clair, dans certaines régions, on les appelle les petits diablotins. Vivant dans les arbres, armés d'arcs et de flèches, sont les maîtres de la terre, c'est-à-dire les pygmées. Les pygmées ont disparu de l'Afrique de l'Ouest par assimilation. Les gros nègres étaient amoureux des jeunes filles pygmées. Des petites filles au teint clair, mignonnes, flexibles comme des lianes, qu'ils capturaient en grand nombre pour les épouser. De la sorte, beaucoup d'Ivoiriens de toute l'étendue de la Côte d'Ivoire du Nord et du Sud sont des descendants des pygmées, des descendants des maîtres incontestables de la terre, donc eux-mêmes des maîtres de la terre. Après les pygmées, les ethnies ayant laissé les traces les plus anciennes sont les Sénoufos et les Koulongos, toutes deux au nord du Nord. Il est vrai que les ethnies du Sud ne pouvaient guère laisser de traces observables. L'humidité les plus détruit et efface toute empreinte humaine. Maintenant, plaçons-nous dans les temps modernes, c'est-à-dire du XIe au XVIIe siècle. Curieusement, les ethnies qui se revendiquent premiers occupants et celles qu'on exclut font toute partie des populations issues des régions voisines hors de l'espace ivoirien. Les Bétés, c'est-à-dire les Krous, sont venus de l'Ouest, actuel Libéria du Xe au XIIe siècle. Les Malinqués issus du Nord, actuel Mali et Burkina, sont arrivés du XIIIe et au XIVe siècle. Les Baoulés. Les Agnis et les Abrons du groupe Akan sont venus de l'Est, l'actuel Ghana, du XIIIe au XVe siècle. C'est dire que le président Gbagbo, le président Konan Bédié, le président Guéhi, le premier ministre Ouattara sont tous issus des ethnies ayant foulé l'espace ivoirien bien après le Xe siècle. Aucune ethnie à l'époque ne savait si elle entrait dans l'espace ivoirien. Toutes les ethnies se sont trouvées ivoiriennes le même jour en 1904, lorsque dans le cadre de l'AOF, le colonisateur européen a précisé les frontières de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai compris. Je comprendrai encore mieux avec mes dictionnaires. Les ethnies ivoiriennes qui se disent multiséculaires, elles auraient l'ivoirité dans le sang depuis plusieurs siècles. C'est du bluff, c'est la politique, c'est pour amuser, tromper la galerie. C'est pour éloigner les sots, c'est pour rançonner les étrangers. Tout le monde est descendant des pygmées. Les maîtres de la terre, donc tout le monde est maître de la terre. Tout le monde est devenu ivoirien le même jour, Faforo. Les premiers Européens arrivés en Côte d'Ivoire sont les Portugais en 1469. Ils créaient les comptoirs d'Assigny et de Sassandra. Leur succèdent 2 siècles après les Hollandais et les Français à partir de 1842. Les Français avaient connu une brève installation de 1687 à 1705 à Assigny. À partir de 1842, les Hollandais et les Français créent des comptoirs sur la côte. Ces comptoirs servent de point d'appui au commerce de l'ivoire et aussi au trafic d'esclaves à cause de l'inhospitalité de la côte et parce qu'il n'y avait pas de grand royaume négrier ivoirien. À ses débuts, la colonisation française fut pacifique. Elle procéda par des traités négociés avec les chefs indigènes par les administrations Trèche-la-Plaine, par les administrateurs Trèche-la-Plaine, Binger et Delafosse. La Côte d'Ivoire est érigée en colonie en 1893 et c'est à partir de cette époque que les Français entreprennent de reconquérir l'intérieur du pays. Ils se heurtent à une résistance farouche des Gourous, des Baoulés et des Atis. Surtout au nord, ils ont affaire à Samori, le Napoléon de la savane. Après divers traités de grands combats eurent lieu avec Samori. Il fut capturé par traîtrise en 1898. Toutefois, la Côte d'Ivoire officielle ne reconnaît pas Samori parmi ses héros, parce qu'il était arrivé au centre de la Côte d'Ivoire poursuivi par les Français qui l'avaient chassé de Guinée et du nord-ouest du pays, la région d'Odiéné. Pour affamer ses poursuivants, ils avaient appliqué dans le centre de la Côte d'Ivoire la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire beaucoup de destruction et beaucoup de massacres. Les Ivoiriens sont loin de pardonner à l'Almami Samori les souffrances endurées par les populations pendant l'épopée. C'est en 1904 que les limites de la Côte d'Ivoire sont précisées et
que la colonie entre dans l'Afrique occidentale française. Mais les résistances des populations ivoiriennes de l'intérieur, toujours les mêmes Gouraud, Baoulé et Atié, se poursuivront jusqu'en 1914 et même au-delà. Dans les années 30, les Bantiers de Boundiali, les Atiers de Rubino, les Dioula de Bobo se révoltèrent contre la colonisation française. Mais ces résistances héroïques du peuple ivoirien ne sont pas reconnues par la Côte d'Ivoire officielle. Houphouët, le premier président de la Côte d'Ivoire avait une conception curieuse de l'histoire des peuples. Pour s'entendre avec le colonisateur, il a effacé la résistance à la colonisation. Il a parlé des vainqueurs et a oublié les vaincus. Il a laissé les vaincus dans l'ombre de l'oubli. C'est pourquoi aucune rue des villes ivoiriennes ne porte le nom des résistants ivoiriens à la colonisation. En revanche, elles affichent les noms des administrateurs coloniaux les plus cruels et racistes. La Côte d'Ivoire met entre parenthèses les souffrances et les actes héroïques des Ivoiriens pendant la pénétration et la conquête coloniale du pays. C'est pourquoi les Ivoiriens vont chercher leur appartenance à la patrie dans l'ivoirité. L'ivoirité, c'est être ivoirien avant d'autres, ce n'est pas avoir versé son sang pour la patrie. Moi, j'étais en train de réfléchir à tout ce que Fanta sortait de sa tête remplie de choses merveilleuses. C'était trop pour moi qui l'écoutais et l'enregistrais. C'était trop pour ma tête de petit oiseau. Mon école n'est pas allé trop loin. Je ne pouvais pas tout comprendre tout de suite. Je comprendrai lorsque je serai prêt pour le brevet et le bac. Je pensais à tout et tout lorsque soudain, au détour de la route, nous avons entendu des cris perçants. Nous nous sommes arrêtés surpris et inquiets. Et nous avons vu courant à notre rencontre 3 malheureux poursuivis par une horde de personnes balançant chacune un coupe-coupe. Fanta a hurlé et s'est enfui dans la forêt. Pour moi, c'était l'occasion de démontrer que j'avais du solide entre les jambes. Je ne pouvais pas suivre Fanta. Elle allait penser que j'étais heureux comme une bouillie de sorgho de Ramadan. Je me suis courbé. J'ai tourné 2 fois dans les manches de mon boubou. Trop large, j'ai sorti le calage, j'ai tiré en l'air d'une rafale de 5 coups. La horde s'est dispersée et a disparu dans la forêt. Les 3 fuyards se sont mis sous ma protection. Pour montrer à Fanta que j'étais un ancien enfant soldat, j'ai tiré 5 autres rafales en direction de la forêt où avaient disparu les poursuivants. Les 3 fuyards m'ont remercié puis ils se sont présentés. C'étaient des Burkinabés, des agriculteurs burkinabés. Ils avaient été expulsés de leur plantation de cacao. Il y avait là le père, son épouse et leur fils. Le père avait acheté la terre à des Bétés 15 ans plus tôt. Depuis 15 ans, il cultivait la même plantation. Le président Houphouët avait dit que la terre appartenait à celui qui la cultivait. Le père avait quand même donné de l'argent aux autochtones. La terre lui appartenait donc 2 fois. Il l'avait achetée et l'avait cultivée. Il vivait bien avec les villageois. Il était devenu un Bété parlant de la présidence de Gbagbo. Il était devenu un Bété parlant de le Bété aussi bien qu'un Bété. Mais voilà qui était arrivé de l'ivoirité et la présidence de Gbagbo. Ses amis villageois étaient venus lui dire de partir, d'abandonner sa terre, sa plantation et tout ce qu'il possédait. Il avait refusé, carrément refusé. Mais ce matin même, les villageois s'étaient fait accompagner par des gendarmes. Les gendarmes lui avaient demandé de partir immédiatement parce qu'ils ne pouvaient pas garantir sa sécurité ni celle de sa famille. Quand les Burkinabés avaient commencé à rassembler leurs bagages, les villageois s'étaient armés de coupe-coupe et avaient entrepris de les poursuivre. La mère burkinabé a éclaté en sanglots. Elle pleurait comme un enfant gâté comme un veau. Je les regardais du pied aux cheveux. Je souriais. Je lui ai dit qu'elle devait s'estimer heureuse. Les villageois avaient été gentils. Ils ne les avaient pas tués. C'est la présence des gendarmes qui les avait sauvés. Yamoko Dey, putain de ma maman. Je ne regrettais pas d'avoir envoyé dans la forêt où ils avaient disparu 5 rafales.
supplémentaires. Si j'avais zigouillé les bêtés, c'était bien fait pour eux. Cela faisait un escadron de la mort en moins. Faforo, culte de mon père. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 2. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.